Bonjour ou bonsoir, ça dépend d'où vous nous suivez et vous êtes sur ITV. La question directe, que soit aujourd'hui M. Lamine Diack Diouf. Lamine Diack Diouf est ingénieur en recherche pétrolière. Il a travaillé comme géologue pendant longtemps avec de grands groupes pétroliers, Elf, Petrosen. Il est actuellement administrateur de société et opérateur économique dans le secteur minier. Il est le président du consortium des mines et de l'énergie. Lamine Diack a sorti ce livre qui s'appelle Les lois de l'esprit, comprendre les secrets et les codes numériques du Coran. Un autre qui s'appelle Le combat citoyen de la Renaissance vers les indépendances. Et le tout dernier, c'est le contrat citoyen. Lamine Diack Diouf, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Diop. Le Sénégal est à la croisée des chemins. Dans 6 mois ou 7 mois, on va choisir le prochain président de la République. Et vous, citoyens, vous avez votre mot à dire. C'est quoi vos mots? Eh bien, je vous remercie d'abord, M. Diop, d'avoir bien voulu m'inviter à votre émission d'excellence, que tout le monde suit, et donc nous donner l'opportunité de nous exprimer sur la situation politique nationale. Comme vous l'avez dit, comme vous l'avez si bien dit, le Sénégal est à la croisée des chemins. Donc, dans 6-7 mois, nous allons organiser des élections présidentielles. Et donc, nous ne devons pas rester ce virage, parce que nous avons l'opportunité de construire notre pays, de rénover notre République, de mettre enfin en place une République citoyenne, cohérente, qui n'est pas faite d'amalgame et de contradictions. Mais pour ce faire, nous devons utiliser cette phase entre maintenant et donc, le février 24 pour considérer cette phase comme une phase de transition. C'est-à-dire que le Sénégal se donne la possibilité de discuter de la République, de mettre en place une République rénovée, modernisée, apaisée et intelligente et aussi efficace. Parce que comme vous le savez, bientôt nous allons entrer dans une phase d'exploitation des ressources minières et pétrolières. Donc il y a de grosses mannes financières qui vont arriver. Et ça, il faut vraiment que ces ressources financières soient utilisées à bon escient. Mais pour ce faire, nous ne pouvons plus laisser les politiques faire. Parce que le PIB, c'est nous qui le créons. C'est nous qui créons les mines. Actuellement, il y a 10 sociétés minières que je préside et qui ont des mines d'or. Et d'ailleurs, nous vous invitons à la conférence que nous allons faire le lundi donc, prochain, 17 juillet, au WARC, pour exposer l'existence réelle de ces mines d'or. Des sociétés minières qui travaillent dans l'or, qui appartiennent à des Sénégalais. 100%. Ah bon? À 100% des Sénégalais. Ça, c'est pas souvent connu, les Sénégalais ne savent pas. Justement, c'est la raison pour laquelle nous sortons de l'ombre, pour informer les Sénégalais, pour leur dire qu'en fait la réalité n'est pas du tout celle qu'on décrit. À savoir que le Sénégal est un pays pauvre, que les ressources minières sont exploitées par des étrangers, que les Sénégalais n'ont aucune possibilité de profiter de ces ressources-là. Ce n'est pas du tout la réalité. Il y a des sociétés minières sénégalaises qui sont là, qui travaillent depuis des années, depuis maintenant presque 10 ans, 15 ans, et maintenant qui ont fait des résultats. Il y a des mines d'or que nous allons exposer, que nous allons montrer, très importantes, n'est-ce pas? Et donc qui vont générer des ressources financières. Maintenant, ces ressources financières, il faut savoir comment les utiliser. Et l'intérêt, c'est que ces ressources financières ne seront pas uniquement donc gérées par le gouvernement, mais c'est des ressources financières qui seront gérées par des sociétés privées sénégalaises qui donc pourront utiliser ces fonds pour relancer l'industrie minière sénégalaise. Comment? Justement, parce que notre vision est que l'or et le pétrole sont des industries industrialisantes, c'est-à-dire c'est des locomotives. Si nous réussissons la transition donc, pour partir des mines vers la situation où le Sénégal sera une puissance agricole, parce qu'en fait c'est ça notre objectif, faire du Sénégal une puissance agricole, mais pour ça nous devons partir des ressources créées, générées par donc, les mines, par l'or. L'or va financer le fer, le développement du fer. Vous savez que nous avons un gisement de fer, ça fait des années. De Falémé. Hein, depuis des années, on en parle, on ne développe pas ça. Donc, il est temps que les Sénégalais viennent proposer au gouvernement, proposer au pays
de valoriser ces ressources en fer, n'est-ce pas? Faire des hauts fourneaux. Ces hauts fourneaux vont nous permettre de mettre en place des structures qui pourront fabriquer des bateaux, des chalutiers, pour moderniser la pêche, ou pour fabriquer des tracteurs pour moderniser l'agriculture. Et ça, c'est un début d'industrialisation. Mais ça demande de gros investissements. Justement, beaucoup d'argent, ça. Mais l'argent est là, justement. Ah oui. L'argent est là. Et donc, si vous avez des mines d'or qui peuvent générer des milliards et des milliards et des milliards, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire combien de milliards ces mines d'or vont générer. Mais dans le subconscient des Sénégalais, ils pensent que les mines d'or qui sont là-bas appartiennent à de grandes sociétés étrangères qui viennent, qui prennent l'or, qui l'amènent brut à l'extérieur sans le transformer sur place. On a vu les bijoutiers sénégalais se plaindre du fait que l'or n'est pas transformé sur place, qu'on n'a pas créé des comptoirs au Sénégal pour permettre à ce que la plus-value reste au Sénégal. Ça, c'est le passé. C'est une réalité, c'est exact, mais c'est le passé. Et ça, nous parlons d'une seule mine d'or. Ça, c'est le passé. C'est le passé. Aujourd'hui, ça a changé? Justement, j'y viens. Quand vous parlez de cet or qui est exporté à l'étranger, c'est la mine d'or de Sabodala. Vous parlez de la mine d'or de Sabodala, n'est-ce pas, et la mine d'or de Massawa qu'on vient de commencer. Qui sont très célèbres, oui. C'est ça. Mais il y a 10, 15 autres mines d'or qui n'ont rien à voir avec ces deux mines-là, n'est-ce pas? Et parmi ces 15 mines d'or, il y a des mines qui sont contrôlées à 100% par des Sénégalais. Et il y a des mines d'or qui sont contrôlées à 50% par des intérêts sénégalais. Donc, les Sénégalais pourront décider de l'utilisation de cet or-là. Les Sénégalais pourront décider de financer le fer, hein, pour créer donc, des hauts fourneaux, n'est-ce pas? Et à partir de là, on va créer des structures, des produits qui permettront de développer la pêche et l'agriculture. Mais est-ce que c'est exploitation industrielle qui est faite ou bien elle est faite de façon manuelle? Non, nous avons réussi le challenge de créer des sociétés minières, comme les sociétés minières internationales. Nous avons les ressources humaines, nous avons les moyens de faire la recherche, l'exploration. Alors, nous avons des unités de traitement, n'est-ce pas, qui vont extraire l'or, et nous avons une raffinerie qui va raffiner l'or. Donc tout cet or-là restera sur place. Et notre vision, c'est de créer à terme un souk de l'or, comme à Dubaï. Dubaï, ils ont un grand souk de l'or. Et ça va développer l'industrie touristique du Sénégal. Parce qu'il y a des gens qui sont intéressés que par l'or. Ils viendront au Sénégal pour acheter de l'or et des bijoux. Donc nous voulons créer un souk de l'or, n'est-ce pas? Nous allons mettre en place une raffinerie, n'est-ce pas? Et nous ferons en sorte aussi que cet or-là permettra de financer l'agriculture et la pêche. C'est ça notre ambition. Et ça, nous le ferons. Nous n'avons pas besoin du Club de Paris, nous n'avons pas besoin du consensus de Washington ou du consensus de Pékin pour faire ces réalisations. Mais comment comptez-vous vous organiser pour faire ça? Bon, nous allons nous organiser parce que nous avons la même vision, nous avons les mêmes intérêts. Et cet argent que nous allons utiliser, que nous allons recevoir des mines d'or, qu'est-ce qu'on va en faire? Nous, ce qui nous intéresse, c'est développer, mettre en place une société financière d'investissement. D'abord, parce que ce qui manque dans ce pays-là, c'est les banques qui financent les activités industrielles, et commerciales et touristiques. Il faut une banque, il faut des banques. Si le Maroc s'est développé, c'est parce que le Maroc a créé des banques, n'est-ce pas? Donc nous aussi, nous devons créer des banques. Et nous n'avons pas besoin d'aller chercher de l'argent au Club de Paris, ou bien à Washington, ou bien à Londres. Et vous le savez que ces financements-là sont toujours associés à des conditionnalités, les conditions de décaissement, la durée de décaissement. Là, les ressources financières sont dans le sous-sol. C'est là. Il suffit de sortir l'or et de vendre, n'est-ce pas? Une partie, on va voir ce qui peut être résorbé parce que par le secteur national. Vous avez parlé du bijoutier tout à l'heure. Mais ils ne pourront pas acheter tout cet or-là. C'est des tonnes et des tonnes et des tonnes. Je vous donne l'exemple de la mine d'or de Makossa. Ma société contrôle 30% de cette mine d'or. L'État a 10% de pourcentage d'intérêt et 5% de royalty. Ça fait 45%. Cette mine d'or, nous sommes en train de continuer l'étude du volume et des ressources de cette mine d'or. Au jour d'aujourd'hui, elle a 60 tonnes. 60 tonnes d'or. 60 tonnes d'or, c'est énorme. 45% de 60 tonnes d'or, ça fait quoi? Presque 30 tonnes qui seront à la disposition des Sénégalais, entre le privé sénégalais et l'État sénégalais. Cet argent-là, ce tonnage-là, les bijoutiers au niveau du pays ne pourront pas acheter. Mais est-ce que l'État du Sénégal est conscient de cette capacité que vous avez aujourd'hui d'avoir cet or pour financer le développement, financer les projets? Est-ce que l'État du Sénégal est conscient de cette capacité? Bon, vous savez, l'État du Sénégal a mis en place une politique de développement du secteur minier depuis des années. Bon,
Avec le régime actuel, avec le gouvernement actuel, nous en sommes peut-être à la au sixième code minier. Donc il y a eu tout le temps des réformes, des changements qui tiennent compte des réalités. Parce que les gens qui parlent, ils tiennent compte peut-être des réalités d'avant. Mais vous savez, un pays, ça avance, ça évolue. Au fur et à mesure que votre industrie se développe, vous adaptez les textes, n'est-ce pas? Donc l'État du Sénégal a pu mettre en place des textes cohérents qui ont permis aux sociétés minières, sénégalaises ou internationales, qui le désirent, qui demandent des permis pour rechercher, on leur donne des permis pour rechercher, n'est-ce pas? L'État du Sénégal donc suit effectivement les ressources qui sont disponibles au jour d'aujourd'hui. Et je crois que c'est intégré au niveau du PSE. Au niveau du ministère des Finances, ils font des prévisions de budget, n'est-ce pas? Ils savent ce qui doit venir de l'or, ce qui doit venir du pétrole, ce qui doit venir du gaz. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, ils avaient fait des estimations pour voir en 2023 qu'est-ce que l'État allait tirer de la production du pétrole, n'est-ce pas? Donc l'État suit, bien sûr que l'État suit. L'État est au courant de tout. Ces mines que vous avez, elles se trouvent à l'est du pays, vers Kédougou, Tambacounda. Mais pourquoi les gens passent le temps à dire que les populations locales n'en bénéficient pas? Que Kédougou est pauvre, que ceux qui ont les mines d'or n'investissent pas dans le social ou bien pour développer ces régions? Bon, ça, c'est le passé encore. Nous sommes des Sénégalais. Moi, j'ai parlé aux populations de Kédougou. Je leur ai dit que moi, je suis de Kédougou, je suis de Saint-Louis, je suis de Dakar, je suis de Thiès, je suis sénégalais. N'est-ce pas? Et nous allons tout faire pour faire en sorte qu'ils puissent bénéficier de ces ressources minières-là. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai créé un mouvement citoyen universel, n'est-ce pas, qui parle de citoyenneté. C'est pourquoi j'écris depuis des années. Sur la citoyenneté, oui. Des questions importantes. Depuis des années, je parle de citoyenneté. Je parle dans ces livres-là de la royauté locale, c'est-à-dire ce qu'on doit prendre de la production de l'or pour donner ça aux populations locales. J'appelle ça royauté locale, n'est-ce pas? Je parle aussi de la mise en valeur de la terre. Si vous venez dans un endroit où vous trouvez des gens qui ont leur terre, vous exploitez, mais la terre a une valeur financière. Il faut en prendre compte, n'est-ce pas? Au niveau du dédommagement, comment il faut dédommager ces gens qui vivaient de ces terres-là. Ça aussi, il faut y réfléchir, n'est-ce pas? Je propose qu'on mette en place un haut conseil de la République, n'est-ce pas? Mais qui ne soit pas un conseil de la République constitué de membres de partis politiques, mais que ce soit un haut conseil de la République constitué de personnes qui peuvent réfléchir. Des citoyens. Des citoyens, des médecins, des journalistes, des ingénieurs, des enseignants, des sages-femmes, des infirmières, des vendeurs, tous ces gens qui peuvent apporter leur expérience. Parce que l'expérience, ce n'est pas seulement l'instruction. Il y a des gens qui sont instruits en arabe, d'autres sont instruits en français, mais ils ont quelque chose dans la tête. Il faut qu'on puisse en faire en sorte que ce Haut Conseil de la République soit représenté au niveau régional, qu'il puisse recueillir l'avis et les recommandations des populations locales. Et qu'on remonte ces recommandations vers le Haut Conseil de la République au niveau national. Et que ce Conseil de la République propose dorénavant, désormais, la politique de la nation à suivre. Que ce ne soit plus l'État qui propose la politique de la nation. Parce que l'État, ce n'est pas l'État de proposer la politique de la nation. Vous comprenez? La République, actuellement, c'est une République qui a été créée, qui a été pensée depuis l'Antiquité par les penseurs grecs, par les penseurs romains, Aristote, Platon, Hérodote, n'est-ce pas, Cicéron. Vous voulez que les idées viennent de la base? Donc, il faut réorganiser certainement la République, n'est-ce pas, faire en sorte que les idées viennent de la base, n'est-ce pas, faire en sorte aussi que nous ne soyons plus dans la situation de mettre tout le destin d'un pays entre les mains fragiles d'un seul homme. Ça, ça appelle des réformes en profondeur. Il faut changer la Constitution. République. Il faut changer la Constitution. On a l'impression qu'on Sénégal, le président très puissant, c'est pas seulement au Sénégal. Celui qui décide, qui fait tout. C'est la 5e République. Les gens estiment aujourd'hui que même les résultats des assises nationales, ou bien même de la CNRI qui a été mise en place, doivent être en ce moment appliqués. Parce que pour la première fois au Sénégal, vous avez un président qui n'est pas candidat. Donc, ceux qui sont candidats doivent offrir aux Sénégalais des programmes clairs, lisibles. Je prends distance par rapport aux assises nationales, par rapport à la CNRI, n'est-ce pas? Je prends mes distances par rapport à ça. Parce que, d'une manière générale, c'était élaboré par des partis politiques et une partie de la société civile. Et vous savez, la société civile, c'est une tête qui n'a pas de corps. Parce que c'est des médecins, c'est des avocats, c'est des qui disent qu'ils ne font pas de la société civile, alors qu'ils n'ont pas vraiment pris contact avec la République citoyenne. J'appelle la République citoyenne les travailleurs, la masse laborieuse, la masse silencieuse, n'est-ce pas, les laissés pour compte, les 16 millions de Sénégalais, les 16 millions de Sénégalais. C'est ça la République citoyenne.
Or, cette République citoyenne n'a été consultée pour quoi que ce soit. Moi, je parle d'une constitution populaire, d'essence citoyenne, d'inspiration citoyenne, n'est-ce pas? Qu'on fasse une nouvelle constitution, que nous n'ayons plus une République laïque, parce que ça ne dépend pas à nos croyances. Je ne parle pas d'État islamique, mais pas de République laïque, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un problème dont il faut discuter. Ensuite, au niveau de la répartition des pouvoirs, je crois qu'il faut redistribuer les pouvoirs et faire une véritable séparation des pouvoirs. Au niveau de l'exécutif, je ne parlerai pas plus de président de la République, je ne parlerai plus de gardien de la Constitution, je parlerai du chef de l'exécutif. Tous ces attributs qu'on donnait au président de la République, on enlève ça. On parle de chef de l'exécutif, qui soit d'égale dignité avec le président de l'Assemblée nationale, constitué uniquement de citoyens, et aussi qui soit d'égale dignité avec le pouvoir judiciaire. Ces trois pouvoirs-là vont devoir gérer le pays. Mais vous avez un pays qui est géré par un seul homme. C'est lui c'est pas seulement au Sénégal, hein, c'est en France, c'est le président de la République qui nomme à tout. Aux emplois judiciaires, militaires, parlementaires, judiciaires. Donc, voilà. Et ça, vous ne pouvez pas donner de tels attributs à une seule personne et lui demander d'avoir les qualités d'un prophète. Ce n'est pas possible. Un homme est un homme. Hein? Et nous ne devons plus rêver. Nous devons comprendre qu'un homme est un homme. On ne peut pas donner tout le pouvoir, tout le destin d'un pays entre les mains d'un seul homme, qui ne pourra pas répondre à nos espérances, qui ne pourra pas répondre à nos espoirs. C'est nous qui avons la faiblesse de penser ça, qu'un président de la République peut nous satisfaire. Alors que ce n'est pas possible. Mais vous êtes en contact avec la base, vous êtes un homme d'affaires. Pourquoi au Sénégal, les hommes d'affaires sénégalais souvent ne sont pas bien organisés? Ben justement, on va remédier. Nous sommes en train de nous organiser. Déjà dans le secteur minier, nous sommes en train de nous organiser. Je suis en train de prendre contact avec les autres secteurs. Et nous allons construire un corps citoyen, un corps électoral citoyen. C'est ça le problème. Il faut créer un mouvement citoyen fort, puissant, avec un corps électoral puissant, qui puisse comprendre les enjeux, qui puisse faire face aux enjeux du moment, qui soit conscient que c'est à ce corps citoyen qu'il incombe de récupérer le pouvoir. Parce que le véritable pouvoir, c'est à l'Assemblée nationale. Et nous disons aux politiciens de nous rendre notre Assemblée nationale. L'Assemblée nationale nous appartient. Je préconise qu'il n'y ait plus de partis politiques au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'il n'y ait que des citoyens qui soient là-bas pour parler de programme. Mais il faut bien les élire, les citoyens. Comment? Pour élire quelqu'un, il faut bien qu'il passe par un parti politique la plupart du temps. Non, non, pas forcément. Pas forcément. Le mouvement citoyen, bon, qu'on l'appelle parti ou qu'on l'appelle mouvement, l'essentiel c'est d'avoir des militants qui vont voter. Je parle d'électorat citoyen. Un électeur peut ne pas faire partie d'un parti, n'est-ce pas? Je vous parler d'un électorat citoyen fort qui appartient au mouvement citoyen, n'est-ce pas? Que ce soit un corps qui n'a plus rien à voir avec le Au Sénégal, la frontière entre les mouvements citoyens et les partis politiques est très tenue. Jusqu'à présent. Mais nous allons essayer de nous faire représenter au niveau des régions à la base. Nous allons essayer d'avoir de l'électorat, nous allons essayer d'avoir des adhérents, nous allons essayer d'avoir des militants qui vont militer pour cette cause-là, pour lutter pour qu'enfin le pouvoir nous soit rendu, nous les citoyens. Et ce pouvoir-là pourra jouer le rôle de régulateur, ce pouvoir citoyen, ce pouvoir à l'Assemblée nationale, pourra jouer le rôle de régulateur, pourra jouer le rôle n'est-ce pas, de tampon quand il y a des problèmes entre les partis politiques. Et je pense que c'est aux citoyens d'être l'arbitre du jeu politique. Vous ne pouvez pas, sur un terrain de football, qu'une équipe soit celle qui définisse les règles. Il dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, il y a une règle qui est définie par la FIFA. Et il y a un arbitre qui est là censé pour appliquer les règles. Donc, on ne peut pas être parti juge. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a un parti politique qui est au pouvoir et qui va régulariser Mais ce que vous dites là, ça demande un travail en profondeur. Justement. On a constaté qu'au Sénégal, que l'éducation, qui est la base de développement de tout pays aujourd'hui, est dans une situation lamentable. Qu'est-ce que vous allez faire sur ce plan bien précis? Bon, nous proposons la mise en place d'un corps citoyen qui s'appelle le corps de la paix sénégalais. C'est-à-dire, nous allons nous implanter dans toutes les régions du Sénégal. Nous allons nous implanter partout. Et nous allons créer des permanences. Et les jeunes vont parler aux jeunes. Ce corps de la paix sera un espace d'échange entre jeunes et de solidarité. N'est-ce pas? Le jeune aujourd'hui, s'il a des problèmes au niveau du quartier, il n'a personne à qui parler. Il veut parler au maire, le maire ne le reçoit pas. Il veut parler au gouverneur, le gouverneur ne le reçoit pas. Ses parents n'en parlons pas. Ils n'ont même pas le temps de s'occuper de leurs enfants. À qui les jeunes vont parler? Donc nous pensons qu'il faut mettre en place un espace d'échange
un espace de solidarité. Si un jeune a des problèmes, il vient dans ce centre-là, il discute avec ses camarades jeunes. S'il a des problèmes d'inscription, nous l'aidons à régler ça. S'il a des problèmes pour se soigner d'ordonnance, nous l'aidons à régler ça. S'il doit se faire consulter, ses parents ne peuvent pas le prendre en charge, nous allons donc l'aider à ça. Parce que les ressources financières que nous aurons à tirer de l'ordre pourront aider à financer ces espaces de jeunes, n'est-ce pas? Les jeunes, entre eux, ils auront confiance à des personnes qui viennent pour les aider, non pas pour leur demander leur carte d'électeur, non pas pour leur demander leur voix, mais qui les aident juste pour les aider. Mais les jeunes ont besoin de travail. On a considéré qu'au Sénégal, aujourd'hui, au moment où on vous parle, beaucoup de jeunes Sénégalais aujourd'hui recommencent encore à prendre la mer pour les faire Barça au Barça. Parce que les jeunes n'ont pas des fois de formation. Et même si les Sénégalais vont à l'extérieur, il arrive que certains d'entre eux n'ont pas de formation. Ils sont obligés d'être dans les rues, de faire le marchand ambulant, entre autres. Qu'est-ce que justement on doit faire pour la formation des jeunes, pour qu'ils aient de l'emploi, qu'ils puissent avoir des métiers? Bon, si nous disposons de nos ressources, comme je vous l'ai dit, nous allons faire en sorte que l'industrie se développe. Et ces choses-là, ce ne sont pas des décisions que l'État doit prendre. Non, c'est nous qui prenons cette décision. Si nous avons de l'argent, nous disons que nous voulons développer la filière fer. Nous voulons développer des chantiers navals, n'est-ce pas? Nous voulons donc les chantiers navals permettront de construire des chalutiers. Tout le temps on dit la pêche artisanale, la pêche artisanale. Quand est-ce viendra le temps où on parlera de pêche moderne? Il faut bien que la pêche se modernise. Si nous avons les moyens, nous allons construire des chalutiers et nous allons mettre ça à la disposition des pêcheurs. Mais tous ces filets-là, il y aurait des emplois, n'est-ce pas? Et ce n'est pas des emplois fictifs. La pêche, ça prend beaucoup de jeunes. Et c'est des jeunes qui connaissent la pêche parce que c'est des fils de pêcheurs, c'est des petits-fils de pêcheurs. Ils ne connaissent que la pêche. L'agriculture, si vous développez l'agriculture, n'est-ce pas? Vous mettez en place les chantiers navals qui vont construire donc, des tracteurs. Mais peut-être qu'on va importer des tracteurs, mais peut-être qu'on va faire d'autres tracteurs sur place. C'est une chaîne de montage et de production. Ça va prendre des jeunes, ça va prendre de l'emploi. Et l'agriculture en elle-même. Moi, je pense que nous sommes en train de courir derrière l'Ukraine pour son blé, parce que l'Ukraine est une puissance agricole. Mais pourquoi le Sénégal ne deviendrait pas une puissance agricole? Si nous investissons, les jeunes, nous avons des bras, nous avons des jeunes. La démographie n'est pas toujours un obstacle. On a vu l'Inde qui est devenue la troisième puissance du monde. Et bientôt l'Inde va dépasser la Chine en termes de population. L'Inde a réussi à mettre en place ce qu'ils appellent les TPE, les très petites entreprises, les entreprises familiales. Ils ont mis en place des PME et des PMI familiales. On a vu avec la Covid, certaines familles indiennes dans les ateliers à domicile faire des masques qu'ils ont exportés, qui apportent beaucoup de plus-value. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, il ne faut pas travailler avec ce modèle-là, l'adapter aux réalités sénégalaises? Nous sommes prêts à prendre toutes sortes de modèles. Vous savez, l'Inde, ils ont commencé avec la révolution verte. Tout part de l'agriculture. L'Europe est partie de l'agriculture. Donc nous ne pouvons pas réinventer la roue. Nous partons à partir de l'agriculture. Nous avons des terres, nous avons des plaines, nous avons de l'eau. Le Sénégal est le seul pays qui a des plaines, qui a de l'eau douce, hein, qui a de la mer, n'est-ce pas, qui a des jeunes. Mais il faut nous mettre au travail. Mais la question foncière, parce que c'est difficile au Sénégal, elle fait partie des questions qui font que ça plombe l'agriculture sénégalaise. Aujourd'hui, il y a des familles qui ont des terres, qui ne les exploitent pas, ils refusent que les exploitent. Ce sont les terres de nos parents, ils ne les exploitent pas, personne ne les exploite, et elles sont dans la pauvreté, ces familles. C'est quand même extraordinaire, ça. Oui, mais vous savez, je peux peut-être proposer le modèle du judoka. Vous savez, le judoka, il prend la force de l'autre, n'est-ce pas, pour le terrasser. Une situation, elle peut paraître négative, mais il faut que nous essayons de voir comment nous pouvons le mettre à notre avantage. Tout à l'heure, j'ai dit que la démographie n'est pas un frein, si nous savons l'utiliser. Bon, ces paysans qui disent qu'ils ne veulent pas donc brader leur terre, n'est-ce pas, pour l'exploiter, c'est des terres qui appartiennent à leur famille. Mais aidons-les à mettre en place des entreprises agricoles, n'est-ce pas? Moi, mon idée est qu'au lieu de venir arracher la terre des paysans, prendre 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500 hectares et donner ça à des multinationales, non, à des multinationales ou à des nationaux, n'est-ce pas, des privés nationaux. Au lieu de faire ça, je préfère venir discuter avec le paysan. Je lui dis, écoutez, constituez-vous à GIE, n'est-ce pas? Vous avez votre terre, je ne la prends pas, elle vous appartient. Moi, j'apporte de l'argent, j'apporte donc des moyens, et on va mettre en place, on va faire des puits,
on va mettre en place les infrastructures agricoles, nous allons exploiter et nous verrons comment partager, n'est-ce pas? Lui, il garde sa terre, il a confiance, il a des revenus, et puis l'État pourra taxer donc ces GIE que nous allons former. Pour la première fois, l'État pourra avoir des revenus à partir de l'agriculture. Mais ça, il faut y penser. Et pourtant, ce n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Le monde a été fait par des idées. Et nous, notre rôle, c'est de penser, c'est de proposer des solutions. Mais comment faire passer ces idées au sein de la population? Mais il fallait les rencontrer. Il faut les rencontrer. Les politiciens, ils sont très forts à ça. Quand ils vont besoin d'électorat, ils vont rencontrer les gens, ils vont leur parler, ils vont dire. Nous aussi, nous allons rencontrer les gens, nous allons faire des séminaires, nous allons entrer dans les cases, dans les villages, discuter. N'est-ce pas? Le corps de la paix que je propose, c'est des jeunes que nous allons conscientiser à ces idées-là. Mais on va disséminer à travers le territoire national pour discuter avec les gens. Et donc, voilà que le problème de l'agriculture est réglé. Ouais, même pour financer ce projet, il faut de l'argent. Mais l'argent est dans la tête. Il faut créer des banques. On a vu au Sénégal aujourd'hui une trentaine de banques qui sont là. Oui. Rare, il y a peut-être une qui est une banque sénégalaise, tous les autres c'est des banques étrangères. Mais le moment est venu de créer des banques, je vous l'ai dit, à partir des enjeux et les perspectives de l'exploitation des ressources minières, c'est ça, c'est de mettre en place une société financière d'investissement, c'est de mettre en place des banques, n'est-ce pas? C'est de travailler à ce que l'eau soit gratuite, la gratuité de l'eau, n'est-ce pas? Et de travailler à faire en sorte que donc, l'électricité soit une électricité renouvelable, le solaire, donc l'éolienne et la houle marine, n'est-ce pas? C'est des électricités non polluantes et pas chères. Donc l'argent que nous allons récupérer à partir de l'extraction de l'or va servir à ça. Va servir à ça. Parce qu'on dit qu'il y a de l'or, il y a du pétrole. Mais si le citoyen ne sent pas des retombées de ça, mais ça va créer au niveau des banlieues, ça va créer donc. Mais tout ça, vous l'avez dit tantôt, il faut le faire dans une situation de tranquillité, de paix. On constate qu'au Sénégal, de plus en plus, les crispations politiques créent énormément de difficultés au Sénégal. Il y a des affrontements au Sénégal entre partis politiques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement que la paix soit une denrée essentielle comme elle a toujours été? Oui, c'est le paradoxe des politiciens. Ils disent qu'ils veulent notre bien et ils veulent nous enlever notre denrée la plus chère qui est la paix. C'est une contradiction fondamentale. Si vraiment ils nous aiment, ils veulent nous aider. Ils doivent nous aider à consolider la paix. N'est-ce pas? Mais consolider la paix aussi, c'est donner du travail aux jeunes. C'est créer le développement ambiant, visible, palpable. C'est ça qui est important. Nous voulons créer le développement visible, palpable. Et pour cela, donc, les ressources qui sont contenues dans la terre, que nous maîtrisons, nous devons les utiliser pour développer donc, cette paix, pour structurer cette paix. C'est la raison pour laquelle nous sortons de l'homme pour dire aux Sénégalais, le Sénégal est un pays riche, le Sénégal est un pays fabuleux, le Sénégal est un pays qui a de l'avenir. Ne vous désespérez pas. Ne croyez pas que nous sommes au bord du précipice ou au bord du gouffre. Non, ce n'est pas le cas. Dieu a fait en sorte que nous ayons, pour un petit pays comme le Sénégal, 200 000 km², que nous ayons du pétrole, du gaz, de l'or, du zircon, du fer, du phosphate, de l'uranium, du diamant. Mais ce pays est un pays béni. Ce pays est un pays béni. Donc nous avons hérité de nos parents de la situation actuelle du Sénégal. Un pays riche, un pays développé. N'est-ce pas? Le Sénégal se développe quand même. Si vous allez dans les autres pays, dans la région, mais vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent au Sénégal. Dakar, vous voyez Dakar, c'est une ville moderne. Hein? Il y a des immeubles partout. Mais ces immeubles-là n'ont pas été conçus par l'État. C'est les Sénégalais qui les ont construits. Si vous venez à Dakar, vous voyez des immeubles partout. C'est un pays riche, mais ce n'est pas seulement l'État. C'est vous, c'est moi, c'est les investisseurs qui ont construit ces immeubles, n'est-ce pas? Donc, un pays riche où il y a quand même beaucoup de pauvreté. Hein? Mais comme partout. Mais il faut réduire. Le Sénégal est un pays construit, mais pas développé. Il faut réduire. Si vous voyez le contrat citoyen, si vous voulez bien lire l'intitulé, hein, si vous voulez, en bas, qu'est-ce que je dis? Essai sur la réduction des inégalités politiques et socio-économiques pour un monde meilleur. Il faut réduire. Parce que je dis que nous pouvons donner aux gens la possibilité de s'enrichir, mais nous ne devons pas leur donner la possibilité d'appauvrir. Toute la problématique du capitalisme est là. Et nous devons la résoudre. Karl Marx a pensé résoudre le problème, il n'a pas résolu. Moi, je dis qu'une entreprise, elle crée un produit. Mais ce produit, c'est la somme du capital, des moyens techniques, mais aussi des moyens humains. Donc, une fois que le produit final vient, l'entreprise vend ce produit-là, mais l'entreprise rémunère le capital. L'entreprise rémunère donc les unités de production.
n'est-ce pas? L'entreprise rémunère la force de travail, conçue par les travailleurs. Maintenant, le bénéfice. L'entreprise garde ça. Non, elle ne doit pas garder ça. Elle doit aussi partager le bénéfice. Le travailleur doit avoir une part du bénéfice. Et si nous mettons en place cette philosophie, viendra un moment où les travailleurs ne seront plus pauvres. Parce que dans nos sociétés, nous pouvons permettre à des hommes comme vous et moi de nous enrichir, mais nous ne devons pas leur permettre d'appauvrir les autres. Donc il faut trouver un équilibre au niveau de la loi qui puisse permettre de dire que quand les bénéfices sont là, une partie ira aux travailleurs. Bien dit, M. Lamine Diack Diouf. Je rappelle que vous êtes ingénieur en recherche pétrolière. Vous avez travaillé comme géologue pendant longtemps avec de grands groupes comme Elf, Petrosen. Actuellement, vous êtes administrateur associé et opérateur économique dans le secteur minier. Vous êtes aussi le président des consortiums des mines et de l'énergie. Que nous parlons avec vous de la citoyenneté au Sénégal, de votre idée, comment instaurer une citoyenneté, surtout comment les hommes d'affaires que vous êtes puissent prendre l'économie sénégalaise entre leurs mains et travailler pour le bonheur du Sénégal. Merci à toute l'équipe technique qui va accompagner pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.